Bonjour tout le monde et bienvenue à cet important atelier. C'est un atelier qui se veut une discussion, une plénière en fait. Et ça s'intitule « Les communautés autochtones au cœur des projets de la transition énergétique du Québec ». Je crois que les récentes annonces du projet Apuit ont rendu ça très concret pour beaucoup de gens, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on a ces discussions-là du côté de la production énergétique indépendante, des partenariats entre producteurs privés et Premières Nations. Et c'est une discussion qui croît et qui augmente d'année en année et qu'on encourage à l'ACPR fortement. Alors aujourd'hui, on a réuni des invités de marque, des invités qui travaillent au sein de leur communauté à faire bouger des grands projets. Et on parle vraiment de grands projets, vous allez voir les gens qu'on a ici, on parle de projets de grande taille, de grande envergure et c'est des gens qui ont des grandes visions pour l'avenir. Et j'ai donc l'honneur, honnêtement, c'est vraiment un honneur de présenter aujourd'hui nos trois panélistes, puisque Mme Terry-Lynn Morrison, Director of Strategic Partnerships and Communication de Indigenous Clean Energy, est malheureusement malade. Mais c'est pas grave, on a aujourd'hui trois grands panélistes avec nous. Premièrement, le grand chef président de la Nation Atikamekw, M. Constant Washish. Bonjour. Deuxièmement, le président de la société en commandite Apuit et directeur développement, territoire et patrimoine de la Première Nation des Inuits et Sipites, M. Marc Genet. Bonjour. Et finalement, le dernier mais pas le moindre, Bud Morris. Hello, Bud, who's president of Ganawage Sustainable Energies. Always a pleasure to see you here, Bud. It's very generous of you to take the time. Thank you. Alors, le format va être assez simple. On va faire deux présentations. Monsieur Morris s'exprimera, bien entendu, en anglais à la fin. Donc, en premier lieu, on va écouter Monsieur Genet, qui va nous parler, oui, du projet Apuit, mais de beaucoup d'autres choses. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Genet et ensuite, on va parler avec Monsieur le grand chef Awashish. Et finalement, on va finir avec M. Morris. S'en suivra une période de questions à laquelle vous pouvez poser des questions au niveau du chat. Vous vous rappelez comment faire. Mais pour l'instant, place à M. Genet. Je vous laisse la parole et bonne présentation. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous pour vous parler du projet éolien Apuit. Un projet d'importance vraiment pour la nation Innu. Donc, je peux vous commencer par vous présenter un peu le projet. Vous en avez entendu quand même parler à plusieurs reprises dans les dernières semaines. Donc, c'est un projet éolien de 200 mégawatts sur le territoire traditionnel de la communauté de Ouachat-Bac-Maliotenam sur la Côte-Nord, sur le territoire aussi des terres publiques de Port-Cartier. On fait dans le fond ce projet-là avec notre partenaire Boralex, donc la nation Innu et Boralex. Donc, c'est notre premier projet de nation, puis c'est aussi le premier projet sur la Côte-Nord. Donc, comme vous le savez, le contrat d'achat d'électricité a été annoncé le 4 février dernier. Donc, c'était dans le fond un important jalon dans le développement de ce projet-là qu'on a amorcé, dans le fond, il y a pratiquement 6 ans là, à cette date-ci. Donc, c'est la preuve que les communautés Innu, les 9 communautés Innu au Québec, sont capables de travailler ensemble. Puis c'est aussi notre premier projet, dans le fond, de développement économique qui regroupe l'ensemble de la nation Innu au Québec. Donc, j'ai perdu ma télécommande. On peut passer à l'autre diapo. Donc, si vous le voyez à l'écran, dans le fond, c'est un peu la situation géographique des 9 communautés Innu, en partant, dans le fond, de la communauté de Machteyache, qui est au lac Saint-Jean, aller jusqu'à la communauté de Pakwa-Chipou sur la Côte-Nord, qui est à l'extrême est du Québec. Donc, dans le fond, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années. Donc, au début des années 90, on a déjà essayé de travailler les 9 communautés ensemble sur des projets économiques en se regroupant, sauf que c'est
quand même pas évident pour des communautés qui sont éloignées de façon linéaire. Je pense que la voile d'oiseau entre Macheteuillache et Pacochepou, il y a 1000 km. Donc, dans le fond, trouver des opportunités économiques qui regroupent 9 communautés dans des territoires totalement différents, dans certains cas isolés, ça n'a pas été facile. Donc, dans le fond, on a essayé de se regrouper en développement économique au début des années 90 via un organisme qui s'appelle la CEDEM. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, mais principalement, c'est l'éloignement géographique et les opportunités d'entreprise qui étaient difficiles à trouver sur un si grand territoire. Mais ce n'est pas grave, cette tentative-là a quand même servi de base à créer un regroupement en développement économique de l'ensemble des Premières Nations au Québec. Donc, je parle de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et de Labrador. Donc, la tentative a quand même porté ses fruits, mais pour les communautés de l'ensemble du Québec, pour structurer un peu le développement économique dans les communautés. Donc, chez les Inuits, la volonté de travailler ensemble, c'est continué au début des années 2000. On a eu des opportunités communes de faire du développement économique ensemble par le biais de l'industrie des pêches commerciales. Donc, dans le fond, ça a été réellement notre première incursion dans le monde des projets économiques, mais qui regroupent plusieurs communautés de la nation Innu. Donc, on a développé des entreprises intégrées dans le domaine des pêches commerciales, plusieurs communautés ensemble, au niveau de la pêche commerciale, la transformation, première, deuxième, troisième transformation, puis la distribution aussi de produits de la mer. Donc, c'est quand même une expérience qui a été vraiment concluante de travailler les 9 communautés, pas les 9 communautés, certaines des 9 communautés Innu ensemble. Puis, on a quand même apprécié l'expérience. En 2014, dans le fond, il y a eu quand même quelques changements politiques au niveau de la nation Innu. Il y avait des jeunes chefs qui se sont ajoutés à l'ensemble des chefs de la nation Innu qui ont décidé, dans le fond, de travailler sur le regroupement de la nation Innu dans une entité qu'on appelait Nation Innu. Donc, ce n'est pas encore formé, mais il y avait une volonté des 9 chefs de la nation Innu de se regrouper. Puis, l'objectif de ce regroupement-là, c'était, dans le fond, de défendre les intérêts communs des communautés Innu au Québec, concernant notamment le développement du territoire, puis aussi favoriser les relations plus facilement entre le gouvernement du Québec et la nation Innu. Puis de cette initiative-là, dans le fond, est venue l'idée que les communautés Innu abandonnent des projets locaux qu'ils avaient déjà dans le domaine énergétique pour regrouper leurs forces autour d'un projet national. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a proposé au gouvernement du Québec, dans le fond, de développer le dernier 200 MW qui restait la stratégie énergétique 2006-2015. Donc, le gouvernement du Québec a accepté que la nation Innu leur propose un projet éolien, puis ça a permis justement la volonté des chefs de travailler ensemble à ce qu'on concrétise ce projet-là de la façon dont ça s'est conclu le 4 février avec la signature d'un contrat d'achat d'électricité. Donc, l'objectif visé par ce projet-là était quand même nombreux, là, mais ce qui est le plus important dans le projet, au-delà du fait de réaliser un projet éolien, c'est d'être capable de travailler 9 communautés Innu ensemble, puis en ayant la préoccupation que l'ensemble des revenus soient séparés également entre les 9 communautés. En général, les investissements qui se font dans ces grands projets-là sont en fonction de la capacité financière de chacun des partenaires. Dans ce cas-là, chacune des 9 communautés Innu, peu importe sa taille, a les mêmes revenus que les autres. Donc, c'est réellement des revenus qui vont bénéficier de façon égale aux 9 communautés Innu, que tu sois à Pacochepou ou à Macheteuillache ou une petite communauté comme Espit, on a les mêmes revenus que l'ensemble des autres communautés. Donc, ça offre une chance égale, dans le fond, aux communautés de générer des fonds autonomes via le projet qui vont être, dans le fond, utilisés en fonction des priorités de chacune des communautés. Donc, comme on l'a déjà dit, mais je vais vous le répéter, Apuiat, c'est vraiment plus qu'un projet éolien, c'est réellement synonyme d'unité pour la nation Innu, la preuve qu'on est capable de travailler ensemble au bénéfice de la nation Innu. C'est aussi une route vers la réconciliation
par l'inclusion économique des Premières Nations Inuits dans le développement économique du Québec en partenariat avec le milieu de la Côte-Nord puis du milieu québécois. Donc, et aussi, ça améliore grandement les relations qu'on a avec Hydro-Québec. Donc, FIAT, c'est notre premier projet de développement économique national, mais j'espère que ce ne sera pas le dernier non plus. Donc, si vous avez des questions, allez-y. On va prendre des questions à la fin, hein, M. Genet, mais nous, je peux vous dire que nous non plus, là, du point de vue l'ACPER, on espère que ce n'est pas le dernier. On pense que c'est le début, un grand début là, de quelque chose qui va suivre, ça c'est sûr. Puis maintenant, moi, j'ai le plaisir d'accueillir un autre intervenant de très haut statut. Vous savez, c'est le grand chef président de la nation Atikamekw, c'est monsieur le grand chef Constant Awashish qui est ici aujourd'hui pour nous parler. Et c'est tout un honneur de vous avoir aujourd'hui sur une tribune comme celle de l'ACPER pour parler de vos projets, de votre vision d'avenir en énergie renouvelable, de ce que ça veut dire finalement pour vos communautés. Alors, si on est prêt, je regarde en ce moment si la présentation de M. Awashish apparaît, mais si on est prêt, je vais passer la parole à M. Awashish. Merci à M. Durrani pour ces bons mots. Vous me rendez un peu mal à l'aise, une personne de haute stature. Je me considère encore une personne bien normale, mais je vais accepter les bons compliments. Aujourd'hui, je vais vous parler des grands chefs de la Nation Atikamekw, président également du Conseil de la Nation Atikamekw, d'un projet qui nous tient à cœur, un projet qui tient à cœur l'ensemble des membres de la Nation Atikamekw, un projet dans lequel on a été partie prenante depuis le début et qui vient toucher le sujet de la journée, qui est les ressources d'énergie verte, on pourrait dire. Je vais tenter de répondre à travers ma présentation à comment on se projette dans l'avenir, quelles sont les principales barrières au développement, les obstacles que nous avons rencontrés également, puis quels sont les outils là, pour pouvoir faire bénéficier les Premières Nations, faire bénéficier la Nation Atikamekw dans le projet de BELT, les outils que nous avons utilisés. Donc, on va passer maintenant à la première diapo. Le projet BELT, c'est quoi? Mais pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas écouté l'actualité concernant ce projet-là, le projet BELT, c'est un projet en réalité de conversion de biocarburants renouvelables. C'est de la biomasse en réalité, là. Je sais qu'il y a des gens, les auditeurs présentement, il y a des gens, des représentants du gouvernement, il y a des représentants également de compagnies qui exploitent les nouvelles énergies. Je ne pense pas que ce soit un inconnu pour eux, c'est quoi de la biomasse. Mais l'innovation dans ce projet-là, c'est que la biomasse qui sera produite, c'est produit à partir de résidus forestiers. De résidus forestiers, on parle de bouts de coupe. Dans nos territoires, pour en être témoin, nous avons des monticules de résidus forestiers qui suite à la coupe forestière. Donc, pour nous, c'était un projet qui était important, mais qui rentrait dans nos valeurs en tant qu'Atikamekw, en tant que Première Nation, parce que nous avons constaté là, au fil des années que, oui, il y avait une exploitation forestière, oui, il y avait des arbres qui étaient coupés sur nos territoires, mais ces arbres-là, la ressource n'était pas exploitée à 100%. Oui, il y avait des deux barcades, il y a toutes sortes de matériaux qui étaient produits à travers l'exploitation forestière, mais le résidu forestier, les restants de coupe n'étaient pas utilisés. Nous, à une certaine époque, ça l'encombrait le territoire, mais ça encombre encore le territoire. C'est difficile pour nous dans nos déplacements, c'est difficile pour nous, pour nos chasseurs, c'est difficile également pour la régénération de la forêt, mais c'est difficile également pour la faune. Hein. C'est un obstacle qui rend la vie difficile à la faune. C'est ce qu'on avait constaté, mais grâce à l'innovation qu'on connaît aujourd'hui, grâce également à bioénergie là-dessus, nous avons cru bon de pouvoir participer à ce projet-là, étant donné que ça rentrait dans nos valeurs. Donc,
Le fait innovateur de ce produit-là, le biozèle tiré de résidus forestiers, qu'est-ce qui est innovant, c'est qu'avant, on parlait de biodiesel, mais tiré de production de maïs, hein, l'éthanol qui était retiré de ça. On connaît la situation, on connaît la mauvaise presse que cela avait. Ça l'empiétait sur les terrains agricoles et tout le travail-là qui venait avec. Donc, pour nous, il y a une ressource qui est inutilisée en territoire et on voyait bien que c'était quelque chose qui était potentiellement utilisable pour développer une économie, pour développer une nouvelle stratégie de développement économique pour les Premières Nations, même ici on parle des Atikamekw. Ceci va permettre d'augmenter la production de bioénergie de 50 % au Québec. Ça va permettre également de réduire le 150 000 tonnes d'émissions annuelles de GES produites par le transport en commun. Le transport, là, tout confondu. On va passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Le Nidaskinan, pour vous donner une idée, c'est le centre du Québec, composé de 3 communautés, Obidjouan plus au nord, Montéché au milieu, Manawan plus au sud-ouest. Les Atikamekw négocient avec le gouvernement depuis 1979 en ce qui concerne le territoire. On connaît la situation du statut juridique. Je ne le répéterai pas aujourd'hui parce que je ne veux pas faire peur au monde. Ça n'a pas été notre... les gens souvent réagissent négativement à ça parce qu'ils ne voient pas le potentiel encore des Premières Nations. Puis c'est là-dessus qu'on travaille depuis un certain temps. C'est ce message-là que nous voulons véhiculer à la population générale, de ne pas avoir peur de travailler avec les Premières Nations, puis de voir tout le potentiel possible de travailler avec les Premières Nations. Là, je parle à la population générale, mais aujourd'hui, je parle à tous les messieurs, les décideurs qui sont auditeurs présentement de l'autre côté de l'écran. Donc, comme je vous dis, vous pouvez voir, constater, c'est notre territoire qui est au centre du Québec. C'est un territoire qui est environ 88 000 km². Un territoire que nous occupons encore aujourd'hui puis qu'on connaît de fond en comble, pour votre information. En ce qui concerne la vitalité économique régionale, pour nous, le projet BEL, c'est un projet qui peut justement hausser cette vitalité économique. Si on compare à la région, les communautés Atikamekw ont une vitalité économique on pourrait dire pas catastrophique, mais comparativement à tout le monde, c'est une vitalité économique qui n'est pas très enviable. C'est ce qu'on tente d'améliorer à travers des nouveaux projets de développement économique dans lesquels BEL s'inscrit. Si vous voulez comparer, là, vous pouvez voir les chiffres. Saint-Michel-des-Saints sont à 3,7, Joliette 3,8, Trois-Rivières sont dans le positif, le Saguenay également, Roberval à 1, la Tuque 3. Ce projet-là va permettre non seulement de rehausser la vitalité économique des communautés Atikamekw, mais également son environnement, la région environnante. On parle de la Tuque, on parle probablement de Saint-Michel-des-Saints également. Il va sûrement avoir une richesse qui va rejaillir, parce que c'est comme ça l'économie. Si les Premières Nations vont bien, mais les Québécois et les Canadiens vont aller bien également. Le contraire également, on a besoin d'un Canada fort et d'un Québec fort pour que les Premières Nations soient fortes également. Donc, c'est toujours dans cette optique-là qu'il faut évaluer les choses. C'est toujours dans cette optique-là qu'il faut regarder les Premières Nations comme un potentiel d'augmenter la vitalité économique, soit au niveau régional, soit au niveau provincial ou canadien. Les atouts des Atikamekw, disponibilité d'un bassin de main-d'œuvre incroyable. Juste pour votre information, 80 % de la population Atikamekw a 35 ans et moins. Donc, souvent, c'est un potentiel qui est sous-évalué, qui ne sont pas pris en compte par les gouvernements ou bien par l'industrie. C'est ce qu'on tente de faire depuis quelques années, c'est d'inspirer ces jeunes-là, mais d'inspirer également l'industrie et les gouvernements à pouvoir investir davantage auprès de nos jeunes pour qu'ils puissent se sentir... pour pouvoir les inspirer, leur donner une vision, mais qu'ils puissent avoir un sentiment d'appartenance au développement économique, mais un sentiment d'appartenance également au développement social, que ce soit au niveau régional, provincial ou canadien. Donc, ça, c'est le potentiel que les gens ont besoin de voir. Un autre avantage également, c'est que les Atikamekw ont une très bonne connaissance du territoire. C'est un atout que l'industrie forestière peut utiliser, et c'est l'atout qu'on veut utiliser dans le projet BEL.
On a un attachement, tout le monde connaît les Autochtones, on a un attachement incroyable sur nos territoires. Puis, je pense que c'est important de vraiment valoriser de le voir comme une plus-value en réalité. Donc, il y a beaucoup d'activités industrielles dans nos territoires qui génèrent beaucoup de résidus. Et c'est ce qu'il faut exploiter. Là. C'est ce qu'on veut exploiter à travers le projet BELT. Maintenant, l'autre diapo, s'il vous plaît. Le succès. Pourquoi c'est un succès? Mais c'est parce qu'il y a un partenariat. Les Atikamekw, depuis le début, travaillent avec Bioénergie Latuque, bien sûr, mais également Bioénergie Latuque a su s'entourer de partenaires qui sont la crème dans le domaine. On peut juste nommer Nestlé comme une compagnie qui est un leader mondial dans le domaine du biocarburant, même dans le carburant traditionnel, mais dans le biocarburant, Nestlé, c'est un leader mondial. On ne peut pas avoir un meilleur partenaire que Nestlé. On a également le support de l'UQTR avec toutes leurs connaissances techniques et leur savoir-faire et beaucoup d'autres partenaires. Mais sans oublier, il faut mentionner le gouvernement du Québec qui croit beaucoup en ce projet-là. Puis dernièrement, pour ceux qui ont vu à la nouvelle dans les médias, le gouvernement du Québec a injecté 5,94 millions dans le projet pour justement aller plus en profondeur dans les études et permettre là, de vraiment ressortir là, les études là, de faisabilité et vraiment évaluer le potentiel là, du territoire actuel. Maintenant, le défi, la résistance au changement. Hein? Ça, c'est tout le temps, là, on parle des Premières Nations, je vous ai mentionné tantôt qu'il faut travailler, il faut apprendre à voir les Premières Nations d'une différente façon. Il faut voir les Premières Nations comme une plus-value, il faut voir les Premières Nations comme un potentiel incroyable au développement économique du Québec et du Canada, également au niveau régional. Souvent, on parle de résistance. C'est quoi nos problématiques? C'est quoi les obstacles qu'on a eus quand on a travaillé sur le projet BELT? Mais on parle de l'attitude un peu protectionniste de l'industrie environnante qui souvent ont une certaine crainte quand quelque chose de nouveau arrive. C'est les mentalités également, souvent les gouvernements, au début, on ne sait pas trop. C'est encore là l'attitude de face aux Premières Nations. Le gouvernement doit voir les Premières Nations comme des alliés, des partenaires au développement, des collaborateurs. Et ce n'est pas nous contre eux. C'est tout le temps, il faut détruire faut enlever cette attitude-là qui existe depuis trop longtemps, qui est un frein au développement économique du Québec, puis qui est un frein au développement économique du Canada. Également, il faut comprendre que les Autochtones, il faut arrêter de voir les Autochtones comme un mal nécessaire. Il faut voir les Autochtones là, pour leur potentiel, pour leur connaissance, pour leur particularité, puis encore une fois, pour leur potentiel de main-d'œuvre incroyable, une jeunesse incroyable. Ils peuvent être l'avenir pour la relève, que ce soit dans les emplois, mais également on parle toujours de manque de relève dans l'industrie. Ça peut être un potentiel, mais il faut leur donner justement le sentiment d'appartenance. On parle également d'un autre défi, c'est la réglementation, mais déjà le Québec a déjà bougé dans le bon sens. Déjà, le Québec est très réceptif là, à modifier là, les critères là, de concentration de biocarburant dans le carburant naturel. Maintenant, pour la vision d'avenir, on va passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qu'on voit, c'est que nous, à titre de Première Nation, à titre d'Atikamekw, dans le projet BELT, comment on le voit dans le futur, mais c'est être des partenaires, des collaborateurs, des alliés pour le développement économique, pour le développement de la ressource également. Les gens, l'industrie, les gouvernements veulent développer nos territoires, mais on veut être partie prenante. On veut être consulté, on veut donner notre consentement full et entière, pleine et entière. Donc, mais pour ça, il y a un processus, puis il y a une attitude également à adopter face aux Premières Nations. Et encore une fois, je reviens, c'est toujours dans la perception que les gens ont des Premières Nations. On doit détruire les stéréotypes, on doit détruire les préjugés que les gens, en général, peuvent avoir sur les Premières Nations. C'est comme ça qu'on va créer une société plus dynamique, une société où on pourra être différent, mais qu'on va pouvoir contribuer, où on va avoir un sentiment d'appartenance. C'est comme ça qu'on voit notre avenir, mais le projet BELT, on travaille pour que ce soit justement un modèle
où ce que nous pourrons là, se sentir justement partie prenante. Puis déjà, ça a très bien commencé parce qu'on a des membres du conseil d'administration du projet BEL. On a de l'information à partir du début et c'est ce qui rend la chose idéale. C'est parce qu'on connaît le projet, on sait comment il avance, puis il n'y a pas d'inconnu pour nous. On continue à avancer, puis on continue à croire à ce projet-là. Je pense qu'il faut commencer vraiment au moment de collaborer activement là, au partenariat, au moment là, de l'idéation d'un projet. C'est à ce moment-là qu'il faut déjà travailler. Avoir des représentants post-décisionnels, je l'ai mentionné tantôt. L'échange collaboré, c'est des projets basés là, sur le respect des acteurs du territoire. Les acteurs du territoire, c'est les Premières Nations qui connaissent très bien le territoire de fond en comble. Mais, encore une fois, tantôt j'ai mentionné les revendications, mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, les revendications des Premières Nations. Il ne faut pas avoir peur, que ce soit l'industrie, que ce soit les gouvernements, il ne faut pas avoir peur de reconnaître le droit des Premières Nations sur les territoires. Ça va juste nous permettre de mieux dialoguer, de mieux se réconcilier, de mieux avancer ensemble pour épanouir la société dans son ensemble. Il faut voir également les droits que les Premières Nations ont comme un avantage pour mieux protéger les ressources que nous avons en tant que Québécois puis en tant que Canadiens. C'est comme ça qu'il faut innover au niveau cognitif à ce niveau-là. Donc, je pense que j'ai dépassé mon temps. J'ai essayé d'aller super vite pour un projet qui est super important pour nous et qui a beaucoup de détails techniques qui entourent ce projet-là, mais c'est un projet que la Nation Atikamekw croit. C'est un projet qui rentre vraiment dans les cordes et les valeurs de la Nation Atikamekw. C'est de l'utilisation complète de la ressource. Je vais vous donner juste un exemple en terminant. L'orignal, hein? Moose en anglais, on utilise tout. On utilise la peau, on utilise les os, on utilise toute la viande, même le cerveau. Il ne reste plus rien de l'orignal quand on l'a utilisé. On n'utilise pas juste la tête comme trophée, comme beaucoup trop de chasseurs sportifs. Nous, on l'utilise dans son entièreté. Et le projet BELT, en quelque sorte, rentre dans cette définition-là parce qu'on utilise la ressource forestière dans son entièreté, puis on est partie prenante de cette utilisation-là. C'est pour ça que c'est un projet qui est gagnant pour nous, puis c'est un projet qui rentre justement dans nos valeurs. On y croit beaucoup, puis merci au gouvernement du Québec également d'y croire également. Merci. Merci tout le monde. Ah, j'ai vécu un moment 2021, j'étais sur mute. Alors, merci, Monsieur le grand-chef, d'avoir pris le temps de nous parler. C'est tout un honneur de vous avoir ici, comme vous savez. Pareil pour vous, Monsieur Genet, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici, d'entendre parler des aspirations, de la vision de deux grandes Premières Nations du Québec. Puis on va passer immédiatement à Monsieur Morris. Pour la suite des choses, je vais parler un peu en anglais, juste pour être sûr d'être bien compris. Puis je vous invite à écouter. Mr. Morris, it's quite a pleasure. Monsieur Maurice, c'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Nous nous connaissons. Nous avons discuté ensemble par le passé et je sais personnellement à quel point vous avez été actif à Kahnawake pour la nation Mohawk de Kahnawake, pour le développement économique. Et je connais vos réussites au cours des années. Vous êtes président de Kahnawake Sustainable Energies, les énergies durables de Kahnawake. Nous avons le plaisir de vous entendre aujourd'hui. Nous vous invitons à prendre la parole pour les prochaines minutes. Vous avez des projets, vous avez une vision. La parole est à vous, M. Maurice. Merci beaucoup, Gabriel. C'est un plaisir d'être avec vous, d'être parmi ces panélistes. Marc Genet, grand chef à Washish. Je vais vous parler de notre projet. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. J'étais ici en 2019. J'ai glissé quelques mots à ce sujet. Et pour ceux qui ne connaissent pas le projet, je vais expliquer que nous avons un partenariat avec Kruger Energy et Kahnawake Sustainable Energies. Nous avons une capacité de 24 mégawatts, un projet dans le territoire avoisinant, le territoire Mohawk. C'est à peu près à une trentaine de kilomètres dans les municipalités de Saint-Rémy et de Saint-Michel.
Nous utilisons 6 turbines de 4 mégawatts. La construction est en cours. Les fondations ont été écoulées avant le temps des fêtes. La construction va reprendre lors du dégel printanier et lorsque nous allons recevoir les turbines de l'Allemagne. Nous prévoyons le début de la production à partir du 1er décembre 2021, au plus tard, peut-être même avant. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur la participation autochtone et le secteur énergétique. Je vais vous parler des leçons que nous avons tirées du dernier appel d'offres autochtone. Est-ce qu'il y a de la place pour les attributions directes et les appels d'offres? Et comment ça peut influencer nos objectifs globaux? Pour les peuples autochtones, la population générale au Québec et ailleurs. Je pense qu'il y a de la place pour les deux approches. Je vous explique. Si nous nous penchons sur les changements climatiques comme un enjeu mondial, et c'est un enjeu mondial, et nous essayons de faire notre part. Nous pensons toujours au Québec comme un des endroits qui a des productions d'énergie exemplaires, ce qui est vrai sous la forme de production d'hydroélectricité et autres énergies renouvelables. Cependant, ça ne reflète pas l'ensemble de la consommation énergétique au Québec. Selon l'Institut économique de Montréal, 56% de notre énergie nous est fournie par des énergies fossiles et seulement 36% de notre consommation d'énergie vient d'électricité qui n'est pas produite par des ressources au carbone. Si nous voulons électrifier l'ensemble des véhicules personnels au Québec, 5,4 millions de véhicules, ça nous prendrait 37 350 mégawatts par jour seulement pour recharger ces véhicules électriques. C'est l'équivalent de la demande de pointe en électricité au Québec. Donc, ce n'est pas réaliste avec l'infrastructure actuelle que nous avons d'électrifier tout. Nous allons encore avoir besoin d'énergie fossile pendant un certain temps, mais nous devons aussi reconnaître que nous devons tourner le dos à ces formes d'énergie rapidement si nous voulons sauver le sort de la planète et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si nous faisons le lien avec l'autre préoccupation de ce pays, c'est-à-dire la réconciliation avec les peuples autochtones, et je ne vais pas rentrer dans une grande explication de la signification de la réconciliation, je vais m'en tenir à dire que les Premières Nations ont été marginalisées pendant des centaines d'années et nous commençons à entretenir des discussions sur la participation des peuples autochtones dans la société générale à titre d'égaux. Si nous voulons réaliser cet objectif de réconciliation, si nous regardons l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et si nous considérons à ce que le grand chef Awashish a mentionné et ce que M. Marc Genet a mentionné quant aux ressources disponibles chez les Premières Nations, il y a une opportunité pour adresser ces enjeux et de trouver des solutions. La réduction des émissions des gaz à effet de serre, tout en assurant la participation des Premières Nations dans le secteur énergétique carboneutre. Nous avons la volonté et nous avons le besoin et nous avons une opportunité de le faire. Nous avons un motif pour le faire. Le Québec a une raison de le faire. Maintenant, nous devons simplement trouver la volonté politique et les plateformes pour agir. Ça peut se faire par des appels d'offres pour l'énergie renouvelable ou par des attributions de projets directs. Mais il faut maintenir l'élan. C'est très important. Ce ne sont pas des choses qui sont produites du jour au lendemain. C'est le résultat
d'efforts de longue haleine. Je me concentrais sur les énergies renouvelables, même avant la production d'énergie éolienne, depuis 2002. Et ça a pris 19 ans pour se rendre au point actuel. On ne peut pas attendre aussi longtemps. Nous devons accélérer nos efforts. Autrement, les changements climatiques vont être rendus trop avancés. Nous devons rassembler les parties prenantes et maintenir l'élan ensemble afin que nous puissions tous participer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en apportant une valeur économique pour les peuples autochtones et aider ceux-ci à puiser dans leur force économique afin que les peuples autochtones puissent faire partie de la solution. C'est une situation qui est bénéfique pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas été en mesure de le voir auparavant. Je pense qu'il est extrêmement important que les peuples autochtones participent dans ces efforts. On ne peut plus faire les choses comme avant. Le statu quo ne peut pas rester. Je ne cherche pas à jeter blâme sur nos prédécesseurs, mais si on regarde l'industrie pétrolière, où il y avait seulement les sociétés privées qui en profitaient. Il y avait des petites retombées pour des acteurs parallèles. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous voulons être des partenaires à part entière et nous pouvons le faire. Il suffit de trouver la volonté de le faire. Évidemment, nous allons apporter la valeur à la table. Donc, c'est mon message et je vais le répéter parce que c'est très important. Je crois que c'est une opportunité unique dans une vie. Alors que toutes ces forces se rassemblent, nous avons l'opportunité de sauver la planète et d'aider les peuples autochtones à sortir de la misère économique et aider à la réconciliation entre les peuples. C'est extrêmement valable d'agir maintenant. Et j'aimerais vous mentionner le contrat social. C'est ce que nous devons développer avec le gouvernement, avec l'industrie, avec les nations autochtones. Et il nous faut trouver une nouvelle façon de mener nos activités et un engagement à travailler ensemble. Les peuples autochtones ont besoin et doivent participer dans ce secteur. Et je vais m'en tenir à ça. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi d'être invité à participer au symposium. Comme vous savez, Bud, c'était un plaisir de pouvoir vous entendre. Et je dis la même chose au grand chef Washish et à Marc Genet. Je vais repasser au français. We'll not have time for questions, but I think a lot of it has been said. Plusieurs de ces réponses ont été répondues. Nous pouvons tirer beaucoup d'optimisme de ce qu'on a entendu. Talks about an opportunity. Parle d'une opportunité. Quand notre vision 2030 parle d'une opportunité, que nous commençons à parler tous d'une même voix. La transition énergétique est une opportunité. C'est une opportunité de mettre en commun toutes nos forces, que ce soit au niveau d'Hydro-Québec, du gouvernement, des Premières Nations, des producteurs privés, des municipalités. C'est l'union qui nous fera réussir cette transition énergétique qui est probablement, ou en fait, je crois, le plus grand défi de notre génération. Messieurs, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps. Je sais, vos agendas sont très chargés. Vous avez des gros projets en branle. C'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Laissez-moi, avant de vous quitter, simplement saluer Terry-Lynn Morrison qui n'a pu se joindre avec nous aujourd'hui car elle était malade. Terry-Lynn aurait représenté, vous savez, aurait parlé du projet Mesgig Ujjuzen, qui est un projet important de la baie des Chaleurs, un projet Micmac. Et bon, sachez qu'on est désolé qu'elle n'ait pu être là et qu'elle est avec nous dans son cœur, j'en suis certain. Mais voilà, c'est tout le temps que nous avions et ce fut extrêmement intéressant, messieurs. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.